Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, petit moment récréatif et souvenir sur la chaîne, puisque nous allons fêter ensemble les 30 ans, à 1 ou 2 jours près, d'une comédie française plutôt culte du milieu des années 90. 1995, donc pour Gazon Maudit. Une réalisation de Josiane Balasco, qui n'en était pas à son galop d'essai derrière la caméra, puisqu'elle avait au moins fait avant Ma vie est un enfer, que j'apprécie beaucoup malgré ses défauts. J'en ai déjà parlé en vidéo il y a quelques années. Et au casting, elle y tient le rôle principal, comme dans Ma vie est un enfer d'ailleurs, aux côtés de Victoria Abril, qui était réputée pour ses prestations chez Pedro Almodovar, mais moi je l'avais découverte dans une époque formidable de Gérard Jugnot, autre film qui m'est très cher, et que j'ai aussi évoqué d'ailleurs il y a un certain temps. Il y a aussi Alain Chabat, qui est peut-être ici dans un de ses premiers rôles, en dehors des nuls, après La Cité de la Peur, et avant Didier. C'est aussi la présence du regretté Tiki Olgado, pour un personnage à la fois très drôle, pénible et pathétique, qui cristallise un peu le genre de ce Gazon Maudit, qui n'est pas qu'une comédie frontale, mais aussi avec des éléments dramatiques et sociaux. Et après, nous avons toute une série de Catherine, c'est pas une blague. Il y a Catherine Niégel, grande dame de théâtre évidemment, mais qui a aussi joué dans La vie est un long fleuve tranquille, Catherine Lachance, Catherine Samy, qui d'ailleurs jouait la mère de Balasco dans Ma vie est un enfer, et Catherine Borman, qui est la fille de John, oui, qui sera dans Pédale douce l'année d'après. Pédale douce, Gazon Maudit, il y a des thèmes en commun, même si c'est différent. Catherine Borman avec sa sœur qui co-scénarise et qui apparaissent là les deux en tant que des sœurs britanniques pour l'un des gags du film. D'ailleurs, bon, c'est très étrange, mais ok. Bref, tout ce beau monde est réuni, avec Michel Barnier aussi qui apparaît, pour quelque chose qui va se dérouler près d'Avignon, déjà, dans la campagne. Il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Un couple qui semble aller bien, mais qui va se retrouver face à ses propres vérités et ses propres démons, dans un certain sens, puisque on a le mari qui est très volage et qui trompe son épouse, mais à tour de bras, c'est vraiment un gros dégueulasse, et sous couvert de son pote, là, joué par Tiki Olgado, qui le couvre. Et alors, l'épouse d'origine espagnole, qui se doute de rien, qui est mère au foyer, la pauvre, et un beau jour, elle va, peut-être, c'est son destin, en mode, elle va enfin se sentir à nouveau aimée, quand on va débarquer chez elle une routière, enfin une dame qui conduit un van, qui n'est pas une routière en soi, mais elle est toujours sur la route, bon, et qui est jouée par Josiane Balasco, qui s'appelle Marie-Jo, et il va y avoir un flash, quoi. Elle est lesbienne, et Loli, qui ne l'est pas, va quand même se sentir aimée, et regarder d'un autre regard par cette dame qui est là, et qui va rester, qui ne va pas partir. Et du coup, une sorte de ménage à trois improbable va se mettre en place. Alors au début, c'est difficile à expliquer parce qu'elle ne le sait pas, Loli, que son mari le trompe, mais c'est comme si c'était écrit d'une certaine manière et que la vengeance pouvait se le permettre avant qu'elle l'apprenne avec perte et fracas, évidemment, vous l'imaginez bien. Et alors va se dérouler cette histoire-là entre punchline, avec des mots, mais pas que avec des mots aussi, hein, ça bourpiffe un petit moment, où on a le masculin absolu, là, Laurent, joué par Alain Chabat, qui, non content de tromper sa femme et de dire c'est normal pour nous, etc., méprise peut-être le bonheur de son épouse. Donc Marie-Jo qui est là, et on le sent, elle est un peu solitaire aussi, elle va enfin pouvoir se poser. Et Loli qui va redevenir femme, et libre et heureuse, mais alors à quel prix? Et à côté donc Laurent qui va être mis face à ses grosses erreurs, à ses tromperies, avec son pote à côté qui cache un jeu particulier, parce que lui aussi il a l'air en mode de toujours rire, mais on voit que sa vie personnelle a bas de l'aile. Voilà. Il voit plus ses enfants, par exemple. Bon, tout ceci est construit en mode crescendo, évidemment, entre frontalité de certaines scènes, détestation cordiale ou non, et acceptation d'une certaine chose étrange ou pas, parce qu'à un moment, Laurent, pour accepter de pouvoir éventuellement récupérer Loli et se faire pardonner, à un moment, il va devoir donc tolérer Marie-Jo. Et évidemment, je ne vais pas raconter les tenants et les aboutissants. Ce qui est sûr, c'est que ce film est étonnant parce que, bon, je vais revenir sur, pas les polémiques, mais le fait que, oui, déjà à l'époque, il a été mal perçu pour certaines choses, et qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un regard des années 90, mais qu'il y a une construction crescendo vers le côté plus dramatique. Alors, évidemment, il y a toujours des moments drôles, hein, mais on voit bien que ce sont des personnages qui font, soit qui sont paumés, soit qui font des erreurs, soit qui sont délaissés, là vous remettez donc les bons protagonistes dans les bonnes cases, et ça se développe comme cela. C'est intéressant avec Josiane Balasco, parce que je ne sais pas si j'ai vu d'autres films réalisés par elle, mais dans Ma vie est un enfer, il y avait aussi cela. Alors c'est très burlesque par moments, il y a des scènes pouf, mais derrière, hein,
il y a ce questionnement aussi de la place dans la société, quelle qu'elle soit. Dans ce film précédent, donc c'est la fille qui est toute seule, qui trouve jamais personne, qui est clairement harcelée par son psy, enfin utilisée par son psy, méprisée par sa mère et tout, et qui va avoir quelqu'un qui débarque dans sa vie, elle va se sentir peut-être enfin aimée à sa juste valeur, mais à quel prix? Là c'était le diable, là non, c'est autre chose, c'est une vraie histoire d'amour qui va naître. Une histoire d'amour vraiment double, parce que le personnage de Loli ne sait plus où elle habite. Pourtant elle habite toujours au même endroit. Et c'est vraiment très fort ça. Et c'est là où aussi ça montre une histoire d'amour où Loli techniquement elle est hétéro, mais elle va se sentir aimée et ça lui suffit et il y a quelque chose qui va, voilà, une connexion qui va se mettre en place. Alors évidemment, de film, 30 ans après, il y a des choses à en redire sur la façon dont on représente la communauté lesbienne, très masculine, alors que c'est hyper réducteur. Le côté un peu, voilà, même camionneuse, j'en parlais parce que c'est un peu ça. Et même ses amis qui débarquent à un moment, qui jouaient dans un groupe de rock, bon... voilà, c'est le problème du film, c'est que c'est pas assez... Ça veut trop jouer sur les stéréotypes et les codes, mais à l'époque, c'était normal pour que les spectateurs puissent voir autre chose, c'est ça. Et c'était dans l'autre chose que les gens voulaient peut-être s'amuser, et ça ne représentait pas une vraie réalité, et surtout quelque chose de peut-être respectueux. L'année d'après, il y aura Pédale douce, qui pour moi... Bon, oui, il y a des gros stéréotypes dedans, mais qui pour moi est un peu plus fort, quand même, pour d'autres choses, mais pareil, comédie dramatique, qui essayait de montrer autre chose à l'écran à l'époque, parce qu'il faut se replacer. Alors, oui, il y avait eu la cage aux folles, hein, avant, tout ça, mais en tout cas, en tant que personnages principaux dans la thématique de l'homosexualité chez les femmes, en France en tout cas, c'était rare. Alors je parlais de Victoria Abril qui avait tourné chez Almodovar, bon, elle, c'était totalement naturel, un tel scénario, potentiellement. Mais voilà, donc pour un grand public, en tout cas, Josiane Balasco a tenté des trucs. Évidemment, c'est un peu foireux sur certains points. Mais le film se tient. Et sur l'aspect comique, évidemment, il y a des moments mémorables. Parce que c'est ça dont on se souvient quand on regarde ça adolescent à la télé. Alors moi, je l'avais vu probablement sur TF1, pas Canal+. Donc je vais avoir 16-17, hein, j'en sais rien. Et oui, il y a des trucs qui vont rester en tête. Notamment là, le périple à vélo, alors qu'il a picolé, parce qu'il est très malheureux. Bah, tiens, t'es malheureux, voilà, t'avais qu'à pas tromper ta femme, mais bon. Et c'est juste improbable, quoi. Ils vont échouer les deux là chez les Anglaises, les sœurs Crumble. L'idée qu'il est complètement torché, qu'il veut se taper une chèvre. Bon, évidemment, il y va de sa misogynie absolue, parce que finalement, le problème de Laurent, là, c'est son côté viriliste. Je suis un homme, je peux faire ce que je veux, et qui clairement voit les femmes comme du bétail. Et ça, c'est le film le juge en soi, hein, évidemment. Mais on reste sur un point de vue très à lui quand même sur certains points, donc. C'est pas un antagoniste pur, mais quand même ça l'antagonise fatalement et d'autant plus avec le recul. Mais évidemment, on va rigoler de ces situations. On questionne aussi des choses, mais on va rigoler. Il va avoir son évolution, une forme d'acceptation, jusqu'à la dernière scène, qui est assez étonnante, quand même. Qui sort un peu de nulle part, mais qui est assez étonnante. Où intervient d'ailleurs Miguel Bosé, un acteur espagnol qui avait joué chez Almodovar, je crois, dans Talon Aiguille. Hein, il me semble qu'il avait joué dans Talon Aiguille avec Victoria Abril, à vérifier, je crois. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc l'histoire des chèvres, oui, super. Bon, le côté humour très frontal, masculiniste des années 90, qui, forcément, quand t'es ado, garçon, tu réfléchis pas trop. Donc tu rentres en plein dedans. Avec le recul, tu as la nostalgie d'avoir ri dessus, tu ris jaune aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. C'est ce genre de film qui va te faire avoir deux sentiments à la fois. Et j'aime bien aussi cette idée, c'est-à-dire que je ne renie pas avoir ri comme un couillon devant à l'époque. Là, je continue indirectement à rire de moi qui riais de ça. Mais ça dans l'écriture et le contexte de l'époque, ça fonctionne. Après, le film, voilà, il n'a jamais été culte pour moi, autant le dire. Peut-être 4, 5e fois que je le vois, même s'il y a des scènes qui sont évidemment hyper marquantes. Il y a aussi dans la mise en scène de situations comiques, qui c'est très bien, au moment où il se balade souvent à poil, et on voit pas le kiki d'Alain Chabat, ou un petit peu, caché par le carton, le placement de la caméra, on s'amuse de ça, on s'amuse. C'est faussement prude, hein, parce qu'il y a quand même des scènes un peu olé olé, voilà, mais ça fait tralala, poète poète sous la couette, gentiment, quoi. Mais bon, oui, il y a une tentative aussi, spatialement, de faire vivre l'humour, et de voir comment les personnages se disputent ou se donnent la réplique. C'est plutôt bien pensé, quand même. Mais bon, voilà, pour moi, c'était pas le film que j'ai vu peut-être un poil tard. Je l'ai vu après Pédale douce, par exemple. Parce que je l'ai vu. Pédale douce, c'était sur Canal+, un an après.
TF1 pour Gazon Maudit, donc j'ai dû le voir à peu près à la même époque, hein, toujours en décalage. Mais bon. Et voilà, quoi. Et puis c'est toujours plaisant de revoir Tiki Olgado parce que c'est un grand acteur. Enfin, il n'est plus là. Mais il est hyper drôle, hyper couillon, donc, côté un peu méridional et tout. Mais il y a des moments où il est vraiment touchant comme ça, et bon, vous pourriez imaginer qu'il en fait trop, mais pas du tout. Je trouve qu'il y a une corde sensible qui vibre quand il rentre dans ces moments-là un peu larmoyants. C'est vrai que ce qui lui arrive, bien fait pour lui aussi. D'ailleurs, les deux, là, bien fait pour eux. Mais c'est quand même triste, mais bien fait pour eux. Voilà. Puis bon, oui, bon, tout l'acte final, c'est un peu tiré par les cheveux, tout ça, mais pourquoi pas, ça renforce aussi le côté social, de la solitude, d'espérer vivre quelque chose quand même. Et on peut parler de la BO également, très sud, hein, très espagnol d'ailleurs, un compositeur qui s'appelle Manuel Malou, ou Malao, j'imagine, enfin je sais pas, qui fait quelques petits thèmes comme ça. Là, effet Mandela oblige, j'ai toujours cru que c'était les Gypsy Kings, enfin jusqu'à il y a quelques temps, mais pas du tout. Mais pas du tout. Des reprises avec du Dalida ou le Procolarum aussi, mais version plus, voilà, plus flamenco, rumba flamenco je crois un peu, hein, le style. Bon voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a l'humour de bof, forcément, et c'est vrai que ça marche sur l'humour de bof, puisqu'il y a deux bofs, là, au moins. Donc, évidemment, sur l'aspect comique, ça va avec les personnages qui sont dans cette tonalité. Mais sinon, Gazon me dit, voilà, c'est à voir ou revoir, éventuellement. Je ne m'amuserai pas à changer ma note sur ce genre de film, parce que j'ai mis 7 sur 10, je le laisse, ça pourrait être beaucoup moins. Hein. C'est pas grave, ça reste ancré et cristallisé dans quelque chose d'ailleurs, et j'ai quand même passé un bon moment dans le revoir. Après, tu questionnes des trucs, mais bon, on n'est pas des robots non plus. Il y a des moments où on lâche prise, mais ça ne nous empêche jamais de réfléchir, évidemment, sur ce que ça représente, sur comment ça a été reçu, et certaines intentions. Mais je pense que les intentions de José Manasco étaient, somme toute, louables malgré tout. Il y a plus de maladresse que de choses bêtes et méchantes, vous voyez. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, un petit moment anniversaire comme cela, hein, et on en discute et on échange les souvenirs donc sur ce Gazon Maudit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!